j'aimerais ajouter, c'est bien sûr qu'à cette époque, attendez, j'en ai parlé, les Chiliens, etc. Je vais faire un bond dans l'histoire, justement, puis je vais arriver aux années 90, parce que je pense que c'est surtout là, dans la période récente, où les liens de solidarité se sont tissés et se sont consolidés. Et c'est aussi la période que je connais davantage. Donc, rappelez-vous le contexte. Les années 90, on est dans la période qu'on commence à découvrir, on commence à parler de mondialisation ou de globalisation, mais c'est l'idée donc de la signature d'accords économiques de libre-échange qui va faire en sorte qu'on va constater qu'il y a des blocs économiques régionaux qui sont en train de se mettre en place. Et cette conjoncture-là, qui s'accompagne d'ailleurs de toute l'arrivée des technologies d'information et communication, on réalise tout à coup que les façons de produire se transforment, que les modes d'organisation du travail se transforment. Les syndicats, le mouvement ouvrier vont être très à l'affût de ces transformations-là qui sont liées à la mondialisation. Et va se développer différents courants qu'on connaît aujourd'hui sous le nom du mouvement altermondialiste. À l'époque, certains ont dit qu'on était des anti-globalisation ou anti-mondialisation, et il y a des militantes de différents pays qui ont répondu à ça en disant non, on n'est pas contre la mondialisation, on est pour une autre mondialisation. Et on veut une mondialisation non pas du néolibéralisme, mais on veut bien une mondialisation des solidarités. Et de là vont naître donc ce qu'on a appelé les fameux grands rendez-vous des altermondialistes, c'est-à-dire la tenue de Forum social mondial. Donc le premier a eu lieu en 2001 à Porto Alegre au Brésil, le second a eu lieu au Brésil également, et jusqu'à maintenant, donc le Brésil a été, je dirais, les mouvements sociaux du Brésil. Là, je ne parle pas du gouvernement. Même sous le PT, c'est important de préciser que le Forum social mondial ont été portés à bout de bras par les mouvements sociaux et non pas par les gouvernements. Donc c'était la solidarité par la base, et c'était l'idée de dire on veut des solidarités horizontales, transnationales. Donc c'est vraiment la rencontre de mouvements sociaux de France, d'Afrique, de différents pays, de l'Asie, etc. et bien sûr d'Amérique du Sud. Et à l'intérieur de ce fameux mouvement intermondialiste, le Brésil, et en particulier notamment le mouvement des Sans-Terre, le mouvement des Sans-Toit, les organisations féministes du Brésil vont jouer un rôle extrêmement important. Si je vous raconte tout ça, c'est qu'ici, à Montréal, autour d'une organisation qui s'appelle Alternative, qui est une ONG qui existe encore, avec laquelle j'ai collaboré, et bon, il y a Pierre Baudet qui est dans la salle, qui est un des fondateurs d'Alternative. Le Québec, on va s'organiser et on va aller participer au fameux Forum social mondial. Donc, presque chaque année, à chaque forum, il va y avoir des délégations du Québec avec des gens du milieu syndical, de la CSN, de la FTQ, etc., des gens des ONG, bien sûr, des gens des groupes de femmes, des groupes environnementalistes, etc. Et tout ça va faire en sorte qu'on va consolider les liens avec les mouvements sociaux du Brésil. Il va y avoir des gens, notamment du mouvement des Sans-Terre, qui vont venir à Montréal, qui vont être invités à quelques reprises. Il va y avoir bien sûr des artistes, le fameux photographe dont j'oublie toujours le nom, mais qui a photographié justement le mouvement des Sans-Terre. Salgado. Oui, merci, Salgado. Et donc, on a toute une histoire là, de lien de va-et-vient avec le Brésil, de mouvements sociaux à mouvements sociaux, qui va nous permettre d'aller plus loin dans l'expression de notre solidarité. Et dans ce contexte-là, et là je vais faire un petit, pas une aparté, mais je vais attirer mon attention sur un événement qui était auquel j'étais plus associée. Au Brésil, à cette période-là, il y avait eu quand même dans les mouvements sociaux beaucoup cette idée que et là, c'était des militants qui n'étaient pas nécessairement du PT, plusieurs sympathisants du PT qui se disaient on doit faire la preuve que nous sommes capables de gouverner autrement. Et ça, c'est une chose que peu de gens savent ici, mais des groupes du parti des travaillistes
des travailleurs, pardon, c'est pas du tout la même chose, excusez-moi. Donc, des groupes près du PT vont décider de se présenter à des élections municipales au Brésil, vont faire des alliances parfois, vont constituer des fronts populaires et vont expérimenter de nouvelles façons de gouverner en ayant une ambition qui était celle de démocratiser radicalement la démocratie. Et à partir en fait, c'est les fins des années 1980, début des années 1990, il va y avoir la mise en place de ce qu'on a appelé des budgets participatifs. Donc, c'était l'idée d'une gouvernance municipale, de dire, ben, au fond, le budget municipal, c'est les recettes, c'est avec les impôts payés par les contributeurs, contributrices, par les citoyens, citoyennes, qu'on a ces recettes-là. Pourquoi les décisions et les investissements pris par les municipalités ne seraient pas décidés par l'ensemble de la population qui habite dans les villes? Pourquoi c'est seulement quelques personnes dans un comité exécutif ou un conseil municipal, dans une démocratie qu'on dit de représentation? Pourquoi ce sont seulement ceux-là qui prennent les décisions? Et pourquoi on n'élargirait pas le nombre de personnes qui pourraient prendre part aux décisions? Et ça a été donc le début de cette expérience dans l'idée de démocratiser radicalement la démocratie, c'est-à-dire redonner du pouvoir aux citoyens et citoyennes qui allaient se mobiliser pour dire, ben, nous, dans notre arrondissement, là, je vais utiliser le vocabulaire montréalais, à Porto Alegre, c'est des régions. La ville était divisée en 16 régions. Donc, nous, on va se mettre ensemble, on va discuter de quels sont les problèmes. L'eau monte dans les rues parce que les égouts sont pas été bien construits. On n'a pas de centre communautaire pour nos jeunes adolescents qui traînent dans les rues. Il nous manque de l'éclairage dans tel secteur de la ville, etc., etc. Et ce n'était pas l'idée uniquement de parler des problèmes, mais bien de trouver des solutions, d'identifier des projets pour que la ville investisse dans ces domaines-là. Le budget participatif de Porto Alegre, dans sa belle période, parce qu'il a été en place de 1989 jusqu'à 2014, si je ne fais pas d'erreur, ben c'était facilement par année 50 000 personnes de la ville, sur une ville d'1,5 million d'habitants, qui participaient à ces débats où il y avait une participation directe à la démocratie. Et à la toute fin, la proposition du budget était présentée donc au conseil municipal. Et vous allez comprendre facilement que s'il y avait des milliers de personnes qui s'étaient déplacées pour discuter de démocratie participative puis de ce qu'on voulait dans notre ville, bien, les élus étaient pratiquement tenus de respecter la proposition du budget qui avait été présenté, parce que s'ils avaient fait autrement, ils n'auraient sans doute pas été en mesure d'être élus à nouveau. Cette expérience-là a été marquante au Brésil. Elle s'est multipliée. Il y a eu, on dit, près de 1200 budgets participatifs qui ont été menés au Brésil. Il y en a eu à Recife, il y en a eu dans les grandes villes. Bon, les grandes villes, vous allez comprendre que c'était plus difficile, mais il y a eu 1200 budgets participatifs dans la ville. Et il y a une ONG du nom de CIDAD qui faisait un monitoring, qui faisait un suivi pour voir comment ça se passait, qui faisait de la formation des citoyens. Et l'une des conclusions, c'était de dire que la proportion des personnes de couleur dans la municipalité, ben, leur participation dans les instances du budget participatif, elle était exactement la même de leur proportion parmi la population totale de la ville. Même chose pour les personnes à faible revenu, même chose pour les personnes faiblement scolarisées. Donc, on ne discutait pas de chiffres d'une façon comptable, qu'on a besoin de 3 diplômes puis d'un MBA pour comprendre le budget participatif. Ils avaient simplifié et vulgarisé l'exercice pour faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde. Et pour nous, ça a été vraiment quelque chose de marquant. Et donc, à l'initiative d'Alternative, on a invité à l'époque M. Raoul Ponte,
qui était le maire de la ville de Porto Alegre, à venir parler de cette expérience-là ici. Donc, il est venu à Ottawa, il a rencontré les gens de ce qu'on appelait l'ACDI à l'époque, l'Agence canadienne de développement international. Il est venu rencontrer Mme Louise Arel, qui à l'époque était ministre des Affaires municipales et de la métropole. Il a donné une grande conférence à Québec, une à Montréal, etc. Et nous, on a continué à faire du travail là-dessus parce qu'on trouvait que c'était fort inspirant pour justement consolider la démocratie ou instaurer une dynamique de démocratie participative. Et ce que je trouvais intéressant, puis ça je le ramène toujours à mes étudiants quand je parle du budget participatif, c'était que pour une fois, ce n'était pas une expérience du Nord qui était ramenée au Sud, mais bien qu'on s'inspirait d'expériences portées au Sud, par le Sud, dont nous, on pouvait nous inspirer pour consolider nos démocraties dans nos municipalités. Alors, si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a eu un travail, au fond, facilement depuis les années 60, de liens de solidarité avec le Brésil. Donc, il y en a eu dans ce domaine des luttes urbaines. Ça continue jusqu'à maintenant. On travaille sur les questions de logement avec des groupes, avec le mouvement des sans-toit qui est installé surtout à Sao Paulo. On a eu des relations beaucoup avec le mouvement des sans-terre, bien sûr. C'est un mouvement qui est tellement important et qui était au cœur, je pense, des luttes sociales au Brésil, pas uniquement pour la réforme agraire par ailleurs. Ils se sont toujours permis de prendre part au débat sur des enjeux beaucoup plus larges que strictement les enjeux de la réforme agraire. Et j'ajouterais le mouvement féministe. Au Québec, on a la Fédération des femmes du Québec qui regroupe à peu près 400 groupes de femmes de différentes régions du Québec. Elles avaient, à l'époque, c'était Françoise David, la présidente, organisé une marche mondiale des femmes au début des années 2000 où elles se rendaient à Washington. C'était des femmes de partout, d'Afrique, d'Asie, etc., qui marchaient contre la pauvreté des femmes et contre la violence faite contre les femmes. Donc cette marche-là a eu lieu. Et dans toute cette organisation de groupes de femmes de partout à travers la planète, les Brésiliennes ont joué un rôle très important et ça a fait en sorte que 4 ans après le mandat pour la seconde marche mondiale, en 2005, donc 5 ans, le secrétariat de la marche mondiale a été déménagé à Sao Paulo et c'est les féministes brésiliennes donc, qui ont organisé la marche et qui ont continué à faire tout ce travail. Donc je parle des luttes urbaines, je parle des réseaux féministes qui se sont branchés. Ça a été la même chose avec des groupes d'organisation d'économie sociale et solidaire où il y a eu plusieurs rencontres au Brésil, ici, avec des Brésiliens qui venaient. Et puis, bien sûr, le mouvement syndical, il y a des gens qui sont mieux placés que moi pour en parler, mais déjà en 1996, il y avait un colloque sur la solidarité syndicale internationale à laquelle Lula lui-même était venu à Montréal en 1996, alors qu'il était président de la CUT, donc de la centrale syndicale. J'ai eu la chance de le rencontrer, puis je dois dire que j'avais été assez impressionnée de l'entendre surtout. Donc, je termine là-dessus, mais je pense que c'est important qu'on ait ça en tête en pensant à aujourd'hui ce qui se passe au Brésil, à quel point ça nous interpelle. Et il y a donc 2 réseaux, et ils pourront peut-être eux-mêmes vous dire quelques mots. Donc, un réseau qui s'appelle Réseau Brésil. Un réseau sur les réseaux réels. Et le Collectivo Brésil. Voilà. Donc, ce sont les principaux organisateurs de la soirée d'aujourd'hui. Et je me disais... Non, c'est juste les réseaux qui... C'est seulement le réseau, pardon. Ils sont assez connectés près l'un de l'autre, c'est pour ça que je fais une petite confusion. Pour terminer, je ne sais pas, vous devez... En tout cas, moi, depuis que j'ai vu les images, puis depuis que j'ai lu sur ce qui se passe dans l'Amazonie avec les incendies, je me suis dit, c'est pas vrai qu'on ne peut pas rester les bras croisés, ça n'a pas de bon sens. Là, il y a des gens, puis tout à l'heure, je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle qui va faire un appel pour une ligne de pitage devant le consulat. Mais moi, je me suis dit, au fond, si nous, on avait quelque chose à faire, je trouvais que le contexte était très opportun en ce moment. Puis je me disais, il me semble qu'on pourrait faire le lien avec la conjoncture au Brésil,
les questions environnementales, les questions de changement climatique. Et je me disais, vous savez, il y a les jeunes de partout à peu près à travers la planète qui organisent une journée mondiale, une grève mondiale, pardon, pour le 27 septembre. Au Québec, c'est en train de se mettre en branle, ben pas en train, on travaille d'arrache-pied depuis le printemps. Et ça va être donc une journée de grève partout. Je sais qu'il y a beaucoup de cégeps qui ont annoncé des journées de grève, il y a beaucoup de syndicats qui ont annoncé des journées de grève. Nous, à l'université, je sais que c'est discuté en ce moment, etc. Et je me disais, il me semble que ça serait une belle opportunité pour qu'on puisse envoyer une espèce de carte postale. Bon, à l'époque, on mettait les timbres, on envoyait nos cartes. Maintenant, la carte postale, elle pourrait être envoyée par Internet, mais avec un message fort pour dire à Bolsonaro, alors je me disais, soit dans une version soft, Monsieur le Président, le Brésil doit faire sa part dans la lutte contre les changements climatiques, ou quelque chose d'un peu gentil, ou un message un peu plus dur pour dire un jour vous serez jugé au tribunal de l'humanité. Mais je me disais, il me semble qu'on a une belle opportunité en ce moment d'envoyer un message à Bolsonaro de partout. Puis d'ici, puis je me disais, ici, aujourd'hui, on est le 24, la journée de grève, c'est le 27, ça nous donne un mois. Moi, je pense qu'on peut facilement ramasser des milliers de signatures de Québécois, de Québécoises, par le biais des organisations syndicales, par le biais du mouvement féministe, des organisations écologistes, bien sûr, puis on pourrait faire signer la Fondation Suzuki, Greenpeace, le regroupement des organisations environnementales, etc. Je trouve qu'il y a un momentum. Ce qui se passe au Brésil, puis ce qui a attiré l'attention dans le monde en ce moment, c'est lié au changement climatique, c'est lié, et puis il y a un événement mondial qui s'en vient. Je trouve qu'il y a une belle opportunité qui devrait être prise, et je me disais que c'était important aujourd'hui, peut-être qu'on commence à discuter de choses ou d'autres idées également. Je m'arrête là-dessus. Parce que j'ai pris moi aussi un peu plus de temps, je pense, que ce que j'avais prévu. Et je vais prendre la parole, je vais vous demander de vous, peut-être de vous nommer, au moins votre prénom, et puis si vous avez des commentaires, des questions, ou encore qui s'adressent aux personnes, aux panélistes, ou... Ah, parfait. Pardon? Alors, on va prendre une pause. Oui, on va prendre une petite pause. Oui, exactement. Il y a des cafés parce que...